quand je suis allé pour la première fois à une réunion de l'Union juive française pour la paix, c'était en janvier 2003 à Paris, il faisait froid, et j'étais habillé comme ça. Et il y a quelqu'un qui s'est exclamé dans l'assistance, « Ah, enfin un rabbin à l'UJFP !» Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y en avait pas. On en a recruté un depuis, mais ce n'est pas notre spécialité. La deuxième chose, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un rabbin, parce que ça, c'est pas un manteau de rabbin, c'est un manteau qu'on m'a vendu comme un manteau de berger portugais. J'ai appris depuis par la prof de portugais que, en fait, il y avait assez peu de bergers dans l'Alentejo qui pouvaient se payer ce genre de choses, et c'était plutôt les propriétaires qui avaient ce manteau-là. Enfin, c'est un manteau portugais. Incontestablement, il en vient. Et le chapeau, c'est pas un chapeau de rabbin. C'est un authentique Bolsonaro. Pardon. Un authentique Borsalino. Qui appartenait à mon papa. Donc, ça vous indique déjà les problèmes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça montre que l'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est une vieille histoire. En tout cas, ça ne fait pas le rabbin. Et en tout cas, pas celui-là. Et donc, c'est la première chose que j'ai à vous dire. Depuis que j'ai fait ma première conférence gesticulée, j'ai rencontré des gens qui ont fait des stages pour faire des formations de conférences gesticulées. Et ils m'ont expliqué ce qu'il fallait qu'il y ait dans une conférence gesticulée. Il faut alterner les savoirs chauds et les savoirs froids. Les savoirs chauds, c'est quand on met ses tripes sur la table. Les savoirs froids, c'est quand on fait un peu d'éducation populaire. Alors, le savoir froid, puisque j'ai déjà mis mon manteau sur la table, le savoir froid, c'est effectivement que les juifs, ça ne se reconnaît pas forcément ni au manteau, ni éventuellement à la tête. La preuve. Ça, c'est un cadeau de mon fils quand il a travaillé en Tunisie. On m'a dit, qu'est-ce que tu as l'air tunisien comme ça? Bon, pourquoi tunisien? Ce qui manque peut-être, c'est le nez juif. Alors, quand je suis allé à Venise, j'ai acheté un nez juif. On m'a vendu un nez juif. C'est pas pratique du tout. Mais on m'a dit, oh, Monarque, regarde, finalement, t'as pas besoin. Bon, alors, comment dire? Il y a eu quand même, en 41-42, à Paris, une exposition qui a duré des mois, que des dizaines de milliers de gens ont vu, qui était comment reconnaître un juif. Il y avait une salle entière qui était consacrée à comment reconnaître un juif. Mon père, qui était avec des faux papiers dans cette période, je reviendrai, m'a raconté cette histoire, mais que dans le train, bien sûr, il avait discuté avec quelqu'un qui était en face de lui, et qui lui avait dit que les juifs, de toute façon, il les reconnaissait au premier regard, etc. Il n'y a pas de problème. Et à la Libération, quand ils se sont retrouvés les uns les autres, ils ont tous raconté la même histoire. Il y avait au moins une personne qui leur avait dit que de toute façon, les juifs, ils les reconnaissaient. Il n'y a pas de problème. Ça ne marche pas terrible. Alors aujourd'hui, on va plus loin quand même. Hein, c'est-à-dire que vous avez des laboratoires
qui vous propose de faire une prise de sang pour savoir si vous avez le gène juif. Je crois que c'est 180 € pour savoir si vous avez le gène juif. Mais le même laboratoire, j'en avais vu une annonce, je ne sais pas où ils en sont maintenant, ça fait un moment, pouvait vous dire si vous aviez le gène basque, ou si vous aviez le gène celte. À chaque fois 180, mais si vous demandiez les trois, vous aviez un prix. Bon. C'est plus facile pour moi aujourd'hui, puisque avant-hier, il y a un type qui a été élu pape, et dont on a vu qu'il pouvait avoir des gènes de partout. Donc on comprend bien que cette histoire de gènes, c'est une histoire qui n'a pas de sens. Bien sûr, on peut retrouver des choses biologiquement. D'ailleurs, si on fait cette recherche biologique, on va s'apercevoir que là où il y a le plus de gens qui ont le gène juif, c'est dans les villages palestiniens. Parce qu'ils sont restés là depuis le début. Bon, ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas fait souvent d'autres alliances. Donc, oui, ça c'est la première chose. Bien. Alors, on sait... en fait, si je suis à cette réunion de l'UJFP, en 2003, c'est parce que, en 2002, je suis allé cueillir les olives en Palestine. Et là, je demande à mon technicien d'afficher les cartes. C'est mon premier voyage là-bas. C'est mon premier voyage. Je suis déjà militant pour la Palestine. Et en 2002, je vais à la cueillette des olives. Alors ceux qui connaissent Jean-Pierre Boucher, parce qu'ils sont à Toulouse, je peux leur dire que j'étais avec Jean-Pierre Boucher dans une même mission. Et pourquoi on allait cueillir les olives? En fait, on ne cueillait pas les olives. On protégeait les cueilleurs et les cueilleuses d'olives. Parce que déjà à cette époque, il y avait des problèmes pour les cueilleurs d'olives. Quels étaient les problèmes? Bon. Ça, les 4 cartes, vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. Ça vous montre ce qu'a été la progression de la colonisation juive sur le territoire de la Palestine. Alors, pour ceux qui auraient des trous de mémoire, je vais rappeler quelques petites choses. Là, vous avez la carte au lendemain. Là, vous avez la carte, la première carte, qui vous montre comment, dès 1946, il y a un foyer national juif qui s'est développé, on voit en vert pâle, et que ce foyer national juif a déjà pris une partie, surtout de la côte. Tout ça parce que, petit retour en arrière historique, le sionisme, c'est pas une invention de Théodore Herzl en 1895. Avant même, les chrétiens évangéliques disaient qu'il faudrait bien que tous les juifs aillent là. Il y avait déjà cette idée. Et il y avait déjà un sionisme religieux qui n'avait pas du tout l'intention de créer un État. D'autant que, on dit dans la Torah, paraît-il, je dis paraît-il parce que je ne la connais pas trop, mais vous saurez pourquoi, qu'il faut que les Juifs aillent en Palestine quand le Messie sera revenu. Bon. Bien. Bon, je vous le dis tout de suite, moi, je suis athée de naissance et je n'ai jamais rien compris à la transcendance. Donc, il ne faut pas trop me poser des questions sur cet aspect-là des choses. Mais donc, ce que vous voyez, c'est que ce foyer national juif, les Anglais disent au mouvement sioniste en
1917, quand nous aurons pris le contrôle de la Palestine à la fin de la Première Guerre mondiale, vous pourrez créer ce foyer, de toute façon, ça sera nous qui contrôlerons. Ça, c'est un accord avec les Français, ça explique, on se met d'accord. Et il y a cette progression d'une colonisation juive, mais on en reparlera. En 1947, l'ONU même, qui est toute naissante, dit on va partager le territoire. L'ONU, c'est 50 États à l'époque. Et l'ONU va avoir dans ses principes l'autodétermination des peuples, mais l'autodétermination des peuples, c'est plutôt pour l'Europe et les États-Unis. L'autodétermination des peuplades, c'est moins important. Alors, il propose un partage. Et dès 1947, le mouvement sioniste, qui est déjà bien installé, commence d'ailleurs à faire le ménage et à expulser les gens. Mais en 1948, il proclame de façon unilatérale l'État d'Israël. Les États arabes voisins déclarent une guerre qu'ils ne sont pas vraiment capables de mener, qu'ils perdent, et on se retrouve avec une ligne d'armistice qui correspond à cette période-là. Donc vous avez déjà ce qui reste comme territoire palestinien théorique sont sur la bande de Gaza contrôlés par les Égyptiens et sur la Cisjordanie contrôlée par la Jordanie. Plus ou moins intégrés. 67, guerre dite des 6 jours, et on se retrouve avec une occupation des territoires dont on va parler. Je ne vais pas parler de Gaza aujourd'hui, enfin tout de suite. Je pense que si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, c'est parce que vous êtes conscients qu'il se passe quelque chose qui dépasse l'entendement à Gaza, qui est un génocide. On en parlera probablement en dehors de la conférence, puisque moi je suis en 2003, là, enfin 2002, donc on est dans une autre période. En 2002, quand je vais en Palestine, en fait, on va sur un territoire qui est en partie occupé. Si vous avez de bons yeux, vous voyez la limite extérieure, qui théoriquement est une ligne verte. Ce qu'on appelle la ligne verte, c'est ce que certains appellent une frontière, même si elle n'a jamais été reconnue comme frontière, mais qui est la ligne d'armistice de 1967, qui fait que, internationalement, on considère que Gaza et la Cisjordanie sont des territoires palestiniens occupés. Les Palestiniens considèrent que c'est la totalité de la Palestine qui est occupée. Ça fera partie peut-être d'un débat ultérieur. Mais les Israéliens décident d'une part de coloniser une part de cette Cisjordanie et d'autre part de faire un mur, le fameux mur. Alors dans les livres scolaires, on vous dit le mur est construit sur la frontière entre Israël et les territoires palestiniens. Mon œil. Le mur se construit en entrant parfois profondément à l'intérieur du territoire et souvent pour inclure dans le territoire israélien les colonies qui ont été faites. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme problème pour cueillir les olives? On en a deux. On a d'une part les militaires qui patrouillent sur la ligne de construction du mur, et là, et d'autre part, vous avez à l'approche des colonies des Palestiniens qui se font caillasser par les colons quand ils veulent cueillir leurs olives. Alors dans la délégation, dans la mission à laquelle je participe, donc campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, on se répartit entre les jeunes qui vont à côté des colonies, parce qu'il
faut savoir courir vite, et les vieux, dont je fais déjà partie, qu'on met plutôt le long de la barrière pour discuter quand les militaires vont venir. Et donc, on a, à côté de Tulkarem, là, on est en mission de protection. C'est compliqué. Alors, en fait, on ne cueille pas. On regarde cueillir. Enfin, c'est assez impressionnant parce que vous avez, sur le champ d'olivier, vous avez les filles qui cueillent proprement les olives et qui les mettent dans des seaux. Et puis, vous avez les garçons, qui sont des garçons, là-bas aussi, et qui montent dans l'arbre et secouent l'arbre, ce qui fait que sur la toile, vous avez les olives et les feuilles ensemble. Et à ce moment-là, la mama palestinienne qui dirige son champ de cueillette va faire un travail assez extraordinaire. Ceux du fond ne vont pas le voir. Mais on a des grands pots en plastique, vides, un grand pot en plastique où il y a les feuilles et les olives. La mama prend le seau avec les olives, et là, elle le penche légèrement et elle attend. Et qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend le vent. Et quand il y a le vent, quand il y a un souffle de vent, elle verse délicatement, les olives tombent dans le seau d'en bas, et les feuilles tombent à côté. Il y a aussi des feuilles qui tombent dans le seau, mais au bout de 3 passages, le travail est fait. Je regrette de ne pas avoir été capable de filmer ça, parce que c'était un spectacle assez chouette. Elle a été très gentille, elle m'a proposé de le faire. Je ne regrette pas qu'il n'y ait pas eu de film. Mais, bien. Et là arrive ce qui arrive toujours dans ces cas-là. C'était assez émouvant parce que, je ne l'ai pas dit, les oliviers étaient d'un côté de la barrière en construction, parce qu'en zone rurale, ce n'est pas un mur, c'est 50 mètres de barrière, stérilisée, un peu moins qu'une autoroute, mais et sur ces 50 mètres, électrifiés, barrière à gauche, barrière à droite, piste au milieu, électronique, et c'était en construction, mais ils savaient que c'était probablement la dernière fois qu'ils atteindraient leurs oliviers, parce qu'une fois que la barrière serait faite, ils ne pourraient plus passer, et que le village serait coupé de ces terres. Ça fait partie de cette colonisation rampante que connaît la Cisjordanie. Rampante, parfois en courant. Mais, et arrive ce qui arrive normalement, c'est-à-dire il y a les 3 gamins en uniforme dans la Jeep qui passent le long de qui passent sur la piste, qui voient qu'il y a du monde, qui s'arrêtent. Ces 3 gamins qui sortent du lycée, en uniforme, surarmés, effrayants, effrayés parce qu'ils voient qu'il y a des gens et qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait des gens. Mais c'était des gentils. Et on discute avec eux pour leur demander pourquoi ils viennent emmerder le monde. Ils nous demandent qu'est-ce qu'on fout là. Mais ça se passe bien. Ça se passe, bon, normalement, ce n'étaient pas des méchants. Il y en a qui ne sont pas méchants. Et ils repartent. Voilà. Et là, la mama palestinienne, avec les traductions sur lesquelles je passe, me dit, nous dit à tous les 3, vous avez été formidables, vous avez été courageux. Non. Et franchement, non. Non, il n'y avait pas de problème. Mais enfin, quand même, face à ces juifs, moi je suis juif. Elle a un long temps d'arrêt. Et elle me dit, c'est la première fois que je vois un juif qui n'est pas en uniforme. Ce qui, pour une femme, pouvait être vrai. Les hommes, à un moment ou un autre, avaient été bossés de l'autre côté. Mais, bon, c'était peut-être... Et c'est là que je me suis dit,
c'est peut-être utile que je sois dans le soutien à la Palestine en tant que juif. Parce que j'en étais déjà convaincu que ça n'était pas un conflit religieux ni un conflit racial, mais un conflit colonial. Mais il m'a semblé à ce moment-là que oui, c'était utile, alors que ce n'était pas dans mes habitudes, d'être présent dans le mouvement en tant que juif. Bien. Je crois que on va enchaîner tout de suite avec une projection qui va nous faire comprendre à quel point... non, je le dirai plus tard. Ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, on a une situation où... bon, ben je vais commencer par la fin, puisque je vous ai expliqué que j'étais à l'UJFP en 2003, parce que j'étais à la Cueillette des Olives en 2002, alors que vous êtes venu pour une conférence où vous allez savoir pourquoi je suis devenu juif en l'an 2000. Donc, je crois qu'il vaut mieux que je recommence au début. Bon, je m'appelle André Rosweg. Je suis né le 16 octobre 1945 en Gironde. En 1945, je ne m'appelais pas Rosweg. En fait, en 1945, je m'appelais Rosenzweig. R-O-Z-E-N-C-W-E-J-G. En fait, en 1947, quand mon père a demandé pour la deuxième fois sa naturalisation, il aurait voulu être naturalisé sous le nom de Delmotte. Pourquoi Delmotte? Delmotte, c'était son nom dans la Résistance. Mais tous les Delmas n'ont pas eu le droit de se faire appeler Chaban. Et donc, on lui a dit, vous pouvez enlever quelques lettres, peut-être, mais... Et donc, comme mon père était un obsédé textuel, Roseweg, toutes les syllabes semblent françaises, donc il pensait que ça ferait français, puisqu'il avait décidé d'être français. Et depuis plus de 75 ans, quand on me demande mon nom, régulièrement on me dit « Ouh là là, comment vous écrivez ça ?» Roseweg, R-O-S-E-V-E, accent grave, G-U-E. Ouais. Dans mon quartier, au Havre, à partir de 1950, il y avait beaucoup de Bretons. Alors, on m'appelait souvent Roseweg. Bon. Au lycée, c'était plutôt Roosevelt. Quand j'ai été prof, j'ai récupéré un dessin d'élève, c'était l'homme de Roswell. Mais bon, c'est comme ça. Mon père était... mon père est né à Varsovie, il est venu faire ses études de médecine en France, mais qu'il n'avait pas le droit de les faire en Pologne. Il a rencontré, en faisant ses études à Montpellier, ma mère qui venait de Roumanie, qui elle bénéficiait des accords entre la Roumanie et la France pour faire ses études de médecine à Montpellier. Elle était née à Odessa. Je sais que le frère de mon père était dentiste à Jaffa, après la guerre. C'est le seul de la famille, à part mon père, qui était sioniste et qui est allé s'installer là-bas après la guerre. Je le verrai plusieurs fois, mais au départ, je ne savais pas pourquoi c'était lui qui venait et jamais mon père qui y allait.
Mon père était d'un antisionisme résolu, c'est-à-dire qu'il était contre la création d'un État séparé, et qu'il ne voyait pas pourquoi il irait s'installer là-bas. Je savais donc que le frère de mon père était Jaffa. Je savais que la grand-tante de ma mère était à Bruxelles. Elle était la mère de deux héros de la résistance belge, qui, l'un d'entre eux est connu en Belgique pour avoir fait sauter le seul train de déportés qui a déraillé sur la route d'Auschwitz et qui a permis à un nombre non nul de gens de ce convoi d'échapper de ne pas aller à Auschwitz, sauf ceux qui ont été rattrapés, mais un certain nombre ne l'ont pas été. Je sais que la cousine de ma mère, qui est à Paris, ma mère s'appelle Mitchnik, ma tante s'appelle Missinik. En fait, c'est le même nom, mais la traduction en français s'est faite différemment. Mes parents ne nous parlent que français. Mon père, ses parents ne lui parlaient que polonais pour qu'il s'intègre bien dans la société polonaise. Ils ne lui parlaient que polonais. Ils parlaient yiddish entre eux quand ils ne voulaient pas que les enfants comprennent. Mes parents voulaient qu'on s'intègre bien dans la société française, et donc ils ne nous parlaient que français. Ils parlaient russe entre eux quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Mes parents n'étaient pas... Mon père avait arrêté de militer. Est-ce que je me sens... Je savais quelles étaient les origines de mes parents, mais aucune éducation religieuse. Mes parents étaient athées. Je pense qu'ils ont tous les deux été élevés dans la religion, mais je pense que c'était un truc trop lourd pour eux, et que quand ils ont passé la frontière pour venir en France, ils l'ont laissé au poste de douane. Donc, pas de religion et pas d'activité communautaire. Non. Plus d'activité directement politique. Mais ma mère était une anticolonialiste convaincue. Est-ce que mes parents me considéraient... Est-ce que mes camarades, est-ce que mes camarades me considéraient comme venant de quelque part d'autre? Est-ce que j'étais perçu comme juif? Alors, certains connaissent la thèse que Sartre a développée dans les réflexions sur la question juive, où il dit que on est juif dans le regard des autres. On est perçu comme juif. Est-ce que moi j'étais perçu comme juif? J'en sais rien. Je n'ai rien senti comme hostilité en tant que telle. Une fois, un copain de 6e m'a demandé « Il vient d'où ton nom ?» Maintenant, je me dis, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui se soit posé la question. C'est peut-être bien ses parents qui se posaient bien cette question. Je l'ai eu un peu plus tard, d'une copine au lycée. Mais je suis revenu à la maison, je savais qu'il y avait un problème. Ce n'était pas un sujet. Et donc, je suis revenu à la maison, j'ai demandé à mon père, mais qu'est-ce que je dois répondre? Et mon père a répondu, tu n'as qu'à dire que tes parents ont fait leurs études à Montpellier. Je crois, dans mon souvenir, à l'époque, je crois déjà que je trouvais que la réponse n'était pas... Et donc, dans mon souvenir, j'ai jamais donné de réponse aux copains qui m'avaient demandé d'où venait mon nom. Il a peut-être oublié. Mais, bon, mon père, donc, à qui on a refusé la naturalisation en 1937, parce qu'on ne naturalisait pas les juifs communistes en 1937, est devenu français en 1947, parce qu'en 1947, il fallait faire des Français, et qu'avec une carte d'ancien combattant de la résistance, même FTP Moy, on avait le droit à la naturalisation.
Mon père n'allait à aucune manifestation. Ma mère, oui. Moi, le premier souvenir militant que j'ai, c'est en 53, donc 7h30, je vais avec ma mère à la veillée du mouvement de la paix, en espérant que les Rosenberg n'allaient pas être électrocutés. Très franchement, je pense que ce jour-là, personne n'a prononcé le mot que les Rosenberg étaient juifs. Parce que ce n'était pas un sujet. Mais je sais maintenant à quel point, pour les Rosenberg, il y avait aux États-Unis une campagne d'un antisémitisme extrêmement virulent de la part des McCarthyistes. Mais ceci est une autre histoire. En 1953, je vais avec ma mère pour la veillée des Rosenberg. Mais en 1956, je vais avec ma mère à la gare du Havre. Alors là aussi, ceux de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais même ceux de 35, ils ont du mal. En 1956, c'est le mouvement des rappelés. C'est le moment où Guy Mollet, bénéficiaire des pouvoirs spéciaux accordés par l'Assemblée nationale, ça c'est un autre sujet, il faudrait une conférence. En 1956, on rappelle des gens qui ont été libérés du service militaire et que l'on va rechercher pour qu'ils repartent en Algérie pour faire la paix, bien sûr. Et donc, dans beaucoup de gares de France et de Navarre, il y a des mouvements autour du départ de ces trains des rappelés. À Rouen même, il y avait plus qu'un train, il y a eu pratiquement une caserne qui s'est révoltée quand on les a réunis, mais c'est encore une autre histoire. À l'époque, je suis louveteau, en fait. Il n'y avait pas... Alors, bon. Bon, j'ai des problèmes avec ma costumière. Elle n'est pas toujours très efficace. Alors, ça c'est mon foulard de louveteau. Par contre, je lui ai demandé un béret. C'est pas un béret de louveteau. Mais bon, je suis louveteau. Il y a des gens qui ont été louveteaux ici. Ah, alors on va pouvoir chanter ensemble. Oui, c'est nous les louveteaux, petits loups de France, oreilles au vent, fin museau, œil vif et dents blanches, qui prétendaient que les loups ne se trouvaient plus chez nous, des loups de jadis, nous sommes les fils, nous cherchons, nous trouvons, nous suivons leurs traces pour partir en chasse. Et après il y a un truc sur les vieux loups, Balouati, puisque les louveteaux, c'est le livre de la jungle. Alors on a le droit à Akela, Balou, Ati, bon... Bon, on va s'arrêter là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque-là, on a ce mouvement scout qui est assez fort, beaucoup plus important que les clubs sportifs, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux au niveau éducatif, les clubs sportifs, mais c'est un autre débat. Et puis après, assez rapidement, à partir de 12-13 ans, je deviens éclaireur. Alors, je suis content parce que, éclaireur, j'ai toujours gardé mon foulard d'éclaireur, troupe Paul-Émile Victor, voilà. Mais j'ai toujours des problèmes avec ma costumière. Je lui ai demandé un chapeau d'éclaireur. Et elle m'a trouvé un chapeau d'Indiana Jones. C'est complètement ridicule. Mais bon, bien.
Mais à cette époque-là, quelle est la vision qu'on a d'Israël? On a d'Israël la vision d'une nation scout. Le kibbutz, c'est formidable. Le kibbutz, c'est le kolkhoz sans Staline. C'est la vidéo. These are the fruits of the struggles with nature waged by the pioneers and those who have come up. Those who have come up. The ingathering of the exiles who set up their colonies and collective farms, the small holding and the kibbutz. The kibbutz, or communal settlement, has been Israel's most interesting experiment, making a reality of the ideals of one for all and all for one. בארץ הים, במדינת התפוז, במחוז החמסין הנפלא, יושבים יהודים, שומרים ועובדים, ויש להם גם ממשלה. לא הראו את כל המורות של הקושי, של הקשיי התאקלמות, של הדיכאונות. כל הדברים האלה נמחקו, רואים מראות אידיליים, שמחים, מאושרים, כמה אנחנו מזדהים עם הרעיון הציוני, כמה אנחנו טוב לנו. ונשים מילאו את התפקיד הזה בצורה כמעט מושלמת. Ça, c'est 1 minute 40 d'un film que certains ont vu peut-être, qui s'appelle Jaffa, la mécanique de l'orange. C'est un film d'Eyal Sivan, israélien antisioniste, et qui refait cette histoire de façon, enfin reprend l'histoire, qui est une falsification énorme, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, au XIXe siècle, sur la table de la reine Victoria, il y a les oranges de Jaffa. C'est pas... bon, là, on nous fait le coup de... ils ont fait fleurir le désert. Oui. Vous aurez quand même remarqué que ils montent la garde. Pourquoi ils montent la garde? C'est bizarre. Bon, ça on ne saura pas. Mais ils montent la garde. Donc, oui, je crois que on nous a vendu Israël comme une nation scout. Pas seulement comme une nation scout. En 58, par exemple, là où je ne vous ai pas fait chanter comme éclaireur, bon, tant pis. Les gens qui ont été éclaireurs de France? Ah! Toujours tout droit, les éclaireurs de France s'en vont joyeux vers l'avenir meilleur en son prochain. Bon, je veux pas. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une période où on va vers un avenir meilleur, où on chante cet avenir meilleur, et on n'a pas de problème pour chanter ce que je viens de vous dire, ou ce qu'on chante dans les auberges de jeunesse en reprenant un texte de Shostakovich, une musique de Shostakovich, qui est « Ma blonde, entends-tu dans la ville, les fabriques et les trains, allons au-devant de la ville, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, amis, il va vers le soleil levant notre pays. » Là, on est dans une vision globale, on va vers un avenir meilleur. Israël, c'est le socialisme, c'est des socialistes d'ailleurs qui sont au gouvernement, et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Staline a été le premier à reconnaître l'État d'Israël le jour de sa proclamation en 1948, mais ceci supposerait une autre conférence que celle d'aujourd'hui.
Alors, ce que je veux dire là, c'est que on a une vision d'Israël qui se combine avec une autre. Avec mon papa, en 58, on va chez la grand-tante de Bruxelles et on va à l'exposition universelle de Bruxelles en 58. L'atomium, vous voyez, ce grand machin là, avec les boules, eh bien, c'est exposition universelle de 58. Et avec mon père, on va au pavillon d'Israël. C'est, je crois, la première et la dernière fois que mon père pénètre en territoire israélien. Et il en est revenu encore. Il était un peu anxieux en y allant, il était franchement énervé en sortant, parce que c'était un anticlérical sévère, et le pavillon d'Israël, c'était un pavillon touristique sur le thème « Venez en Israël, le pays de la Bible ». Et ce filon touristique pour essayer d'attirer les touristes sur ce thème-là est une constante de la communication, même si avec les suprémacistes d'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Mais oui, il y a eu toujours cette volonté de lier à Israël cette image de la Bible. Bon. Parenthèse. Sophie Bessis, historienne, vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture », qui explique comment on parle maintenant de civilisation judéo-chrétienne, ce dont on ne parlait pas avant. Avant, notre civilisation européenne était grecque et latine. Elle est devenue judéo-chrétienne. Et ce judéo-chrétien a une particularité, c'est que d'une part, ça n'a jamais existé, c'est quand même assez gonflé après 2000 ans d'antisémitisme chrétien, enfin d'antijudaïsme chrétien, de nous sortir la civilisation judéo-chrétienne, qui était une civilisation d'exclusion. Bon, ça c'est une chose. Et d'autre part, ça devient un mécanisme d'exclusion de la troisième branche de ce que certains appellent la révélation abrahamique, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que les Mahométans puissent se considérer en quoi que ce soit de cette civilisation-là. C'est-à-dire que parler de civilisation judéo-chrétienne, c'est une manière de renvoyer vers le sud et vers la barbarie des civilisations. Pourtant, dès le 19e, Champollion, celui des hiéroglyphes, a expliqué de façon très claire que vouloir penser que la civilisation grecque était née de rien et de nulle part était une imposture, et qu'il y avait des racines africaines, et notamment des racines égyptiennes, dans la philosophie et dans la civilisation grecque. Mais ça, il faut le repousser absolument. Le Sud doit être expulsé, et expulsé de nos imaginaires, comme expulsé par Retailleau. Et donc, bon, vous avez ça. En 58, il y a un autre truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est au moment de mai 58, et donc du coup d'État gaulliste, j'ai vu mon père se précipiter sur le poste radio et chercher la BBC. Une absence totale de confiance dans ce que pouvait raconter la radio publique ou la radio privée française, et il allait chercher sur la BBC
s'il y avait des informations en français pour expliquer ce qui était en train de se passer. En 60, moi je suis toujours éclaireur, mais je reçois, avec ma mère, elle était là aussi, les marcheurs de la paix. Et c'était des Anglais qui arrivaient en bateau, au Havre, qui voulaient descendre, les flics leur interdisaient de descendre, ils sautaient vous voyez ce genre de ferry, ils sautaient carrément dans le bassin, les flics étaient obligés d'aller les repêcher pour les faire remonter, et on était un certain nombre de dizaines, probablement une centaine dans ma mémoire, à les soutenir, et avec mon prof d'anglais, il y avait une grande banderole qui était « Vive les gardiens de la paix ». Ça les faisait pas rire, mais bon, c'est... bon. Alors, en 61, mon frère est étudiant à Rouen, et il revient le week-end, et il ramène les journaux interdits de la guerre d'Algérie, il ramène la question de Henri Alaed, il ramène des trucs. Et moi, très modestement, je diffuse dans ma classe terminale quelques journaux et quelques livres, mais bon, je ne peux pas prétendre être véritablement un militant, mais bon, déjà un peu quand même. J'étais, j'ai envie de dire, naturellement anticolonialiste de formation. Alors bien sûr, j'en sais plus à ce moment-là sur l'histoire de la famille. Je sais comment, par exemple, mes parents, en 1939, bon, ils ont pratiquement terminé leurs études de médecine. Mon père, en 1939, s'engage dans l'armée polonaise en exil avec un copain. Ils tiennent 48 heures. Le niveau d'antisémitisme dans l'armée polonaise en exil, c'était pas de la tarte. Donc, au bout de 48 heures, ils se barrent et ils vont faire 39-40 dans la Légion étrangère. Bien. Mais à partir de 40, démobilisés, mais pas autorisés à reprendre leurs fonctions médicales. Le statut des Juifs leur interdit la profession médicale. Et donc, de 41 à 44, ils vont, d'une part, être contraints à des petits boulots, d'autre part, puis avec la naissance de mon frère en 41, et puis, à partir du moment où les choses, où la zone libre devient occupée, ils passent à une forme de clandestinité, à un militantisme dans la résistance avec des faux papiers, jusqu'en 1944, jusqu'à la Libération. À la Libération, ma mère reprend son travail à Bordeaux de médecin interne dans un hôpital, où je nais en 1945, et mon père, lui, participe à l'amalgame. Alors les jeunes n'ont pas entendu le terme d'amalgame, peut-être. L'amalgame, c'est la reconstitution de l'armée française entre les FTP, les FFI et les FFL. On refait une armée française. Et qui va terminer avec le 8 mai, donc, et la capitulation allemande, mais qui va rester, pour mon père, à occuper l'Autriche, puisque ça fait partie. Mon père se retrouve donc médecin du 6e bataillon de chasseurs alpins et secrétaire de la cellule du PC du 6e bataillon de chasseurs alpins. Parce que comme il y a des FTP, il y a aussi toujours encore ça. Et donc quand il va aller, à l'occasion d'une permission, il va aller en Pologne, il va essayer de trouver des traces de la famille, il ne trouvera rigoureusement aucune, la totalité de la famille a été éliminée. Non seulement je n'ai jamais connu aucun de mes grands-parents, parce que pour la Roumanie ça a été pareil, mais sous une autre forme. Mais bon.
un autre sujet. Il revient dans sa caserne, et là, dans sa cellule, on lui dit « Mais pourquoi tu ne vas pas construire le socialisme en Pologne ?» Et là, j'anticipe sur des choses que je suis plus tard, mon père aurait répondu « La Pologne va être socialiste, mais elle restera antisémite. » Comme je suis un mauvais fils, je dis toujours ce en quoi il s'est trompé. Parce que la Pologne n'a jamais été vraiment socialiste. Mais bon, il faut savoir qu'en 1946, sur un territoire occupé par l'armée rouge, l'armée soviétique, vous avez des pogroms. Vous avez des survivants des camps qui se voient interdire la récupération de leur maison, occupée depuis par des vrais Polonais. Bon, je passe. Et je sais ça. Je sais que je suis d'origine juive, mais je ne sais rien de la religion. Je ne sais pas même des choses sur les traditions. Dans l'école laïque, on avait en histoire et en français des aperçus sur les religions chrétiennes, très peu sur les autres religions. Bon, mais en 1962, je deviens étudiant à Caen, et là, étudiant, je suis rattrapé par mes origines, au sens où c'est pas un sujet de conflit, c'est pas un sujet de discrimination, mais c'est un sujet de conversation normale. Et d'une certaine façon, je suis interrogé sur ma judéité, puisque pour tout le monde, bah, Roosevelt, ça trompe personne. Bon, enfin, ceux qui ne veulent pas être trompés. Alors moi, à Caen, je rencontre pas Dieu, je rencontre Marx, et je me retrouve assez rapidement dans l'Union des étudiants, à l'UNEF, bien sûr, le syndicat, et dans l'Union des étudiants communistes, l'UEC, qui est une organisation relativement dynamique, très engagée dans les luttes anticoloniales. La direction de l'UEC s'est même fâchée avec la direction du PC, parce qu'elle trouvait que le PC était trop mou, qu'il disait toujours paix en Algérie et pas vive l'indépendance. Bon, il y avait tous ces débats que certains d'entre vous, ça doit leur rappeler des trucs. Et bon, moi, dans cette UEC, je suis assez rapidement convaincu par un groupe trotskiste, celui qui sera connu comme animé par Krivine au moment de l'événement. Donc je vais participer on va se faire exclure de l'UEC, on va se retrouver à faire une organisation qui s'appelle la Jeunesse communiste révolutionnaire. Bon, mais, et on est en critique de la ligne du PC, parce qu'on la trouve trop française, on va dire ça comme ça. Hein. C'est Aragon, mon parti m'a rendu les couleurs de la France. Oui, bon, bien. On est plutôt Manouchian, mais à l'époque il n'était pas au Panthéon. Et si vous voulez, je m'aperçois dans la JCR qu'il y a plein de gens comme moi, mais souvent qui ont eu des éducations juives, contrairement à moi. Moi, à Caen, bon, il y a Roosevelt, mais à Strasbourg, il y a Jean-Claude Meyer, à Marseille, il y a Josua, et puis à Paris, il y en a plein. Bon. Alors, on n'est pas... Il n'y a pas que nous. Je veux dire par là que... Bon, je pense que ceux qui sont au PC, qui sont d'origine juive, ils ne cachent pas forcément leurs origines, mais ça n'est pas un sujet. On va dire ça comme ça. Ça n'est pas un sujet. Alors que dans les organisations qui souvent sont des organisations dissidentes, on va trouver
beaucoup de fils de survivants. On va employer ce terme de fils et filles de survivants, c'est-à-dire de gens qui, les études l'ont montré, vont être plus spontanément peut-être que d'autres, spontanément dans les luttes anticoloniales et antifascistes. Je vous parle de la UCR, mais je pourrais vous parler des Anards, avec les Cohn-Bendit par exemple, ou je pourrais vous parler de ce qu'on a appelé les Italiens, c'est-à-dire ceux qui dans l'Union des étudiants communistes étaient critiques de la direction du PC sur une ligne qui pouvait ressembler à celle du Parti communiste italien, qui a existé à l'époque. Et malheureusement, bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon. Mais les Italiens, c'était Kahn, c'était Forner, c'était Kouchner, c'était bon. Oui. J'avais aussi pas mal chez les Mao. Je l'ai retrouvé récemment pour travailler avec lui, Ronnie Broman, mais qui est passé par ces courants-là. Il y a eu aussi Bernard-Henri Lévy, mais... Bien, alors là, si vous voulez, deux choses. Je commence à faire la différence entre juif et juif. Juif avec une majuscule, c'est-à-dire quelqu'un qui a des origines juives, et juif qui a une religion, comme catholique. On n'est pas catholique avec une majuscule, mais on met français avec une majuscule, on met kurde avec une majuscule, on met juif avec une majuscule. Mais Sartre disait, comme je le disais tout à l'heure, dans les réflexions sur la question juive, juif c'est être juif dans le regard des autres. Bon, oui, ça faisait partie ou ça. Moi, je suis un militant anticolonialiste d'origine juive. Et c'est vrai que dans les groupes, ouvrez les guillemets révolutionnaires, fermez les guillemets, la question des appartenances nationales, c'est pas trop notre truc, faut bien le dire. En 68, nous sommes tous des juifs allemands. Alors, nous sommes tous des juifs allemands, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le pouvoir gaulliste expulse Danny Cohn-Bendit, il est dénoncé comme un étranger. Il a toujours vécu en France, mais bon, il se trouve qu'il n'a pas la nationalité française, et bien qu'ayant vécu tout le temps en France, il est expulsé en Allemagne. Et là, nous avons l'impression que dans toute la jeunesse française, il n'y a pas une trace d'antisémitisme. On n'a pas l'impression qu'il y ait le moindre problème. Aujourd'hui, je sais que les courants antisémites d'extrême droite existaient toujours, mais la jeunesse s'est mobilisée en disant « nous sommes tous des juifs allemands ». Moi, je faisais le fiero. Bon, mon père, il était polonais, ma mère, elle était roumaine, alors juif allemand. Mais bon, mais c'était pour me rendre intéressant, si vous voulez. C'était pas sérieux. Alors, j'avais eu un problème en 67. J'avais eu un problème en 67 parce que j'étais déjà dans une organisation qui était solidaire des Palestiniens. Mais je dois dire qu'en 67, quand on nous donne les discours de Nasser disant qu'il va réussir à mettre tous les juifs à la mer, ça me gratte. Bon, je ne suis pas à l'aise avec ça. Pas parce que bon, mon oncle, je n'ai pas de rapport direct avec lui, mais bon, c'était pas ma culture de se dire que, bon, un peu après, un de mes copains m'a dit, mais où je disais que j'avais eu quand même quelques picotements. Je dis, mais comment peux-tu penser que les États-Unis auraient pu laisser faire un truc comme ça? Rationnellement, il avait raison. À l'époque, il n'y avait pas le risque que tous les Juifs soient envoyés à la mer. Mais ce discours de Nasser, bon, ça pouvait effectivement alimenter cette idée. Résumons.
Donc, je suis un juif, je suis un jeune d'origine juive, plus anationaliste qu'internationaliste. Je veux dire par là que notre discours était un discours d'abord lutte de classe, mais lutte de classe à l'échelle internationale. Et un peu avec l'idée que les travailleurs n'ont pas de patrie, à juste titre, mais qu'ils n'ont pas forcément intérêt à cultiver je ne sais quel sentiment national. On était un peu dans ça. Pour les colonies, on les soutenait en tant qu'elles étaient des colonies opprimées. Mais les appartenances culturelles ne nous mobilisaient pas. J'ai été, moi, un peu percuté. Je vais donner un exemple. En 71, centenaire de la Commune, au Havre, on débaptise la place Thiers. Enfin, nous, pas la mairie. Mais on débaptise la place Thiers. Mais je crois qu'on l'avait appelé Louis Michel. Au Havre, je crois que c'était Potier pour l'international. Je suis sûr qu'on a parlé de Thiers comme celui qui avait fusillé la Commune. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un mot pour dire que Thiers était celui qui avait nommé Bugeaud pour faire la conquête de l'Algérie comme la conquête de l'Algérie a été faite. C'était pas trop le sujet. On percevait... bon, je vais passer. Alors, pour la question juive, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais pour une bonne part ce que mon camarade Michel Warshawski écrit comme correspondant de Rouge et envoie, c'est-à-dire que je suis au fait qu'il y a une droite israélienne, une gauche travailliste israélienne, sioniste et colonialiste, mais qu'il y a un petit filet d'antisionisme israélien. Quand je manifeste en 73, guerre du Kippour, quand je manifeste en 82 au moment de la guerre du Liban, pour les droits du peuple palestinien, j'apprends pas mal de choses quand même. Je comprends que la réponse de Herzl à l'antisémitisme est une reprise du nationalisme et du colonialisme européen. Je comprends que la Nakba signe le passage d'un colonialisme d'apartheid, qui est déjà là, à un colonialisme de remplacement. Je ne vais pas vous faire ressortir les cartes, mais vous prenez les cartes de la colonisation et puis vous les inversez, et vous avez la conquête de l'Ouest aux États-Unis. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à un colonialisme de contrôle, comme en Afrique noire, si vous voulez. On n'a pas un colonialisme de peuplement, comme en Algérie. On a un colonialisme de remplacement, comme en Australie, comme aux États-Unis par rapport aux Indiens. Et là, l'objectif d'emblée, ouvertement de la droite israélienne, et semi-ouvertement de la part des travaillistes, c'est un colonialisme de remplacement. L'objectif, par rapport à la question du génocide, c'est pas mon sujet aujourd'hui, par rapport au génocide qui est en cours, on peut dire que l'objectif des juifs israéliens sionistes, ce n'est pas de tuer tous les Palestiniens. L'objectif, c'est de débarrasser la totalité du territoire de tous les Palestiniens. Et comme ils ne veulent pas s'en aller, voilà. Bien, je ne vais pas plus loin. Il n'en demeure pas moins que, mais c'est une parenthèse,
la Convention sur le génocide est claire, détruire une population, enfants, femmes, vieillards, et pas seulement hommes, cette distinction continue d'exister, cette élimination avec une volonté intentionnelle de détruire le patrimoine scolaire, universitaire, religieux du territoire de Gaza, cela est clairement inscrit comme génocidaire. Le fait de contraindre à la famine une population entière, c'est génocidaire. Bien sûr. Je rends hommage à Amnesty International, même si dans les milieux militants on a trouvé qu'il avait fallu attendre, mais depuis le rapport de 2020, Amnesty International est clair sur le régime d'apartheid. Depuis 2024, Amnesty International est clair sur le caractère génocidaire de l'action. Et bon, voilà. Alors, moi je comprends aussi pourquoi il y a eu ce basculement des populations juives vers le sionisme. Là, je voudrais faire un petit... Bon, ça va être un savoir froid. Si vous voulez, en 1930, les sionistes sont ultra minoritaires parmi les juifs dans le monde. En 1930, mon père me disait, en 1930, on disait qu'un sioniste, c'était un Français qui allait aux États-Unis pour chercher de l'argent pour installer un Polonais en Palestine. Bon. Mais minoritaire. Qu'est-ce qui fait que 20 ans plus tard, on a une telle domination sioniste dans les communautés juives? Et là, je dis qu'il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. Premièrement, bien sûr, la destruction des Juifs d'Europe par le régime nazi. J'ai envie de dire, pas de problème d'analyse. Le Bund était largement majoritaire parmi les populations juives de la Baltique jusqu'à la mer Noire, dans cette zone réservée où le tsarisme acceptait les Juifs, qui stationnent, mais où ils connaissaient les répressions qu'ils connaissaient. Le Bund était un parti révolutionnaire juif. Il a disparu dans le crématoire. Pas se raconter l'histoire, et dans le crématoire, et la Shoah par balle, etc. Ça, c'est bien sûr la première raison. La deuxième raison, c'est l'attitude des pays occidentaux. Je veux dire par là, en 1938, vous avez une conférence internationale à Évian, où les pays sont confrontés à la question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces juifs qui arrivent d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, et qui veulent venir chez nous? Échec de la conférence. Maintien des quotas. Et, bien évidemment, de la clandestinité de pas mal de réfugiés. Les Occidentaux ne vont pas au secours de ceux qui cherchent à être réfugiés. Plus que ça, certains le savent, entre 1936 et 1939, l'agence juive va traiter avec les nazis pour faciliter le départ de juifs allemands, autrichiens, l'Anschluss est fait, vers la Palestine. C'est ce que Ben Gourion appelle un accord gagnant-gagnant. Bon, mais c'est une autre histoire. En 1941, c'est la solution finale. Conférence de Wannsee, on n'est plus à les expulser, on est à les éliminer. Premier trimestre 1942, l'agence juive va à Londres et leur dit « voilà ce qui se passe ». Les Occidentaux sont prévenus dès 1942 du projet de solution finale mise en route
avec les camps d'extermination. Qu'est-ce que font les Occidentaux par rapport à ça? Rien. Je pense que dans beaucoup de familles juives encore aujourd'hui, on a cette mémoire. Pas une seule bombe n'est tombée sur la ligne de chemin de fer conduisant à Auschwitz. Je ne dis pas que cette décision-là est fondée sur un antisémitisme. Je pense qu'il est fondé, d'une part, sur une indifférence, et d'autre part, quelque part, sur l'idée de l'opportunité. Tant que la folie d'Hitler concentre autant de moyens pour cette folie-là, en transport, en force, en argent, en moyens de répression, tant qu'il fait ça, il ne fait pas autre chose. C'est autant de moyens qui sont détournés de la guerre. Je pense qu'il y a ce cynisme-là. Mais, vous savez qu'entre 1945 et 1948, les survivants des camps de concentration, pour une part importante, continuent de vivre dans des camps sur le territoire allemand. Il y a un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « L'attente », où la question est « qu'est-ce qu'on va en faire ?» Où les Anglais ne veulent pas, entre 1945 et 1948, qu'ils aillent en Palestine, parce qu'il y en a déjà trop dans leur... parce qu'avec les Arabes, ça marche plus. Mais les États-Unis n'en veulent pas. Les Irlandais n'en veulent pas. Donc, si vous voulez, vous avez cette deuxième grande raison, là. La troisième raison, elle est peut-être moins consensuelle à gauche, c'est la responsabilité du stalinisme. Dans la masse des Juifs d'Europe, il y avait quand même l'idée que la libération du capitalisme nous débarrasserait de l'antisémitisme. L'émancipation passait par la révolution sociale. Dès les procès de 1936-1938, l'utilisation du terme sioniste pour qualifier un certain nombre des opposants à Staline et justifier leur élimination avait déjà posé problème. Les procès d'après la guerre, ceux qui sont menés en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, pour éliminer de la direction des partis communistes ceux qui avaient été trop internationalistes en allant, comme Arthur London, mener la guerre d'Espagne, c'est eux qui sont éliminés. Et ils sont éliminés comme sionistes. Mais le mot sioniste, on voit bien à quoi il sert à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas rien de sioniste. Et ils n'ont jamais voulu soutenir la création d'Israël. Donc oui, je crois qu'on a des raisons de comprendre que les communautés juives basculent. Ça en fait pour une part, j'ai envie de dire, de ces survivants qui se retrouvent là-bas, des victimes de l'histoire. C'est un terme qui peut choquer pour des gens qui vont ensuite soutenir ce pourquoi nous sommes réunis, mais je reprends cette formule parce que c'est celle que Jean-Marie Djibaou a utilisée pour les Caldoches, qui, d'une certaine façon, sont aussi les victimes de l'histoire, qui les a mis dans une situation où ils sont devenus des colonialistes actifs. Oui, c'est dans cette situation-là qu'ils sont devenus des colonialistes actifs, ce qui n'est en aucun cas une excuse ni politique ni morale, vous l'avez compris. Et moi, je me sens, par rapport à tout ça, oui, je me sens un peu plus juif, pour cette origine-là, pour cette histoire-là. Et puis, je découvre aussi plus la question nationale. Alors,
plus personnel et je ne vais pas avoir le temps de développer. Je me rends pas compte, je n'ai pas pris ma mouche. Si, Oh, non. Bon. 2h40. Si. 2h40. Continue. Tant pis pour vous. Je continue. Et donc, si vous voulez, bon, ça peut apparaître anecdotique, mais je me retrouve prof à Périgueux. Avant, j'étais au Havre. Les gens qui disaient qu'ils participaient au mouvement normand, je peux vous dire que c'était vraiment à droite. Bon, vouloir défendre... Je me retrouve en Occitanie, donc, à Périgueux. Et je me retrouve avec une cellule de la Ligue communiste révolutionnaire avec des occitanistes. Choc culturel. Un copain, Daniel Chavaroche, prof est d'ailleurs devenu conteur occitan. On me demande si je veux me mettre à l'occitan. Je leur dis il faudra d'abord que je me remette en anglais. La réponse ne leur plaît pas. Mais bon. Mais si vous voulez, oui, il y a une prise de conscience de cette judéité qui me fait, en partie d'ailleurs. Quand on me demande, mais toi tu te sens juif, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est je me sens juif quand on me demande d'où je suis. Parce que j'ai pas l'impression d'être de quelque part. Bon. Mais je ne suis pas le seul à être dans cette situation-là. Mais quand je pense ça, je pense que c'est parce que je suis juif. J'ai d'origine juive. La deuxième chose, non, je vous le dirai plus tard. Bon. Mais, bon, il y a ça. Il y a... je découvre le théâtre de Benedetto. Et la pièce Les Drapiers Jacobins. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour certains d'entre vous. Les Drapiers Jacobins, c'est une pièce de théâtre que je vois à Montauban et qui se joue sur Montauban et qui montre comment les drapiers de Montauban pouvaient être jacobins et occitanistes, contrairement à la vision que l'on a des Girondins, pour dire les choses. On voit, c'est dans la même pièce où il évoque un personnage bien évidemment important de Montauban qui s'appelle Olympe de Gouges, mais Olympe de Gouges c'est un autre sujet. Voilà. Donc oui, j'ai cette... je prends en main la question nationale et j'assume d'une certaine façon cette différence qui fait qu'il ne faut pas confondre judéité et judaïsme. Il y a une religion et puis il y a aussi une culture, des origines, un sentiment d'appartenance historique. Comment dire? Je vais passer parce que ça peut être long, mais à partir de 1992, je vais au festival de Douarnenez. Le festival de cinéma de Douarnenez est un festival qui chaque année invite un peuple. Bon. Et c'est donc peuple breton, peuple minorisé. Alors j'y vais en 92 parce que je suis convaincu qu'il y a un peuple irlandais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un peuple breton, mais finalement je me dis qu'il y a effectivement des gens qui se sentent d'abord bretons, oui, ça fait partie des choses. Et puis je découvre d'autres peuples, puisque chaque année c'est des peuples différents. En 99, je vais avoir le festival de Douarnenez consacré au Yiddishland. C'est assez drôle parce que d'habitude, quand ils invitent un peuple, il y a une quinzaine de personnes qui arrivent du Maori ou d'Amazon. Là, pour le Yiddishland, toute la communauté yiddishophone de Paris s'est déplacée à Douarnenez. Et bon, la discussion est assez étonnante. D'habitude, vous aviez des questions sur la littérature maori, qui étaient gentiment posées. Là, celui qui fait le discours, enfin la conférence sur la littérature yiddishophone, se fait bombarder
non pas de questions, mais d'interventions sur le thème « Pourquoi t'as pas parlé d'un tel ?» et puis « Pourquoi t'as pas parlé de celui-là ?» et puis « Pourquoi t'as parlé de tel ?» Bon, il y a une vraie animation. Et l'attaché de presse, qui sait que moi j'y vais comme correspondant de Rouge, me dit « Tu devrais aller voir Esther, elle a peut-être des choses à te dire. » Esther, c'est Esther Laurentin. Esther Laurentin, c'est une actrice qui a commencé sa carrière plus tard que moi, à 85 ans, et elle a joué dans le film Voyage d'Emmanuel Finkiel, puis Depuis que Otard est parti, ça vous dit peut-être quelque chose. Et Esther Laurentin commence sa carrière à cette époque, et bon, et donc Hélène me dit, tu devrais aller la voir, à peut-être des choses. Esther Laurentin connaissait très bien mon papa et ma maman, qui étaient décédés depuis, parce qu'elle faisait partie du groupe des dentistes avec mon oncle à Bordeaux, qui ont fait leurs études à Bordeaux. Et donc, elle m'a raconté tout ça, parce que quand elle allait en Israël, bien qu'antisioniste, elle allait voir mon oncle, ce qui est une autre histoire. Donc, là, je suis à Bordeaux, j'aborde ces questions-là, et puis, si vous voulez, arrive l'an 2000. Et en septembre 2000, je téléphone à Jean-Michel Krivine, qui est le frère aîné d'Alain, en lui demandant s'il peut venir présenter un film sur le Vietnam, parce qu'il avait participé à plusieurs missions médicales pour le Vietnam. Et il me dit, j'ai pas envie de venir, mais ça tombe bien que tu m'appelles, parce que parce que Marcel Franciscan et Daniel Ben Saïd ont écrit un texte en tant que juif qu'il faut que tu signes. Alors, je lui ai dit, écoute, ça fait 50 ans que je dis que je ne suis pas juif. Il me dit, mais tout le monde s'en fout. Et écoute ça. Et il me donne le texte du Conseil qui se dit représentatif des institutions juives de France, le CRIF, qui, face à la deuxième intifada, qui s'est développée en 2000, fait un texte en disant « Tous les descendants des victimes de la Shoah doivent se solidariser avec Israël menacé. » Alors, juif, ça se discutait pour moi. Mais descendants des victimes de la Shoah, ça ne passait pas. Que le CRIF fasse cette appropriation de la Shoah pour justifier le colonialisme sioniste, ça m'était réellement insupportable. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai dit à Jean-Michel, si tu viens présenter le film, je signe. Et c'est donc en l'an 2000 que je suis devenu juif en signant par la grâce du CRIF. La deuxième raison pour laquelle parfois on trouve que je me sens juif, c'est parce que finalement j'aime bien vendre. Alors, j'ai jamais été commerçant, mais je suis venu avec une valise, il y a des livres, et donc ça serait dommage que vous n'en profitiez pas. Je dirais une deuxième chose, mais alors je ne sais pas comment on s'organise avec la maison, mais je crois qu'on vous l'a annoncé, faire rigoler sur la situation est quelque chose qui ne va pas forcément de soi. La seule chose qui justifie pour moi de gesticuler, c'est qu'il y a un chapeau à la sortie et que, effectivement, l'argent va aux actions que l'on mène à l'Union juive française pour la paix à Gaza, dont vous pouvez avoir tous les jours un compte rendu, notamment par notre ami Abou Amir, qui est notre représentant palestinien sur place, et qui mène une action absolument remarquable.